Bonjour à tous et bonjour Camille. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. J'espère que vous m'entendez bien. Ce que je te propose, c'est qu'on attende peut-être 2-3 minutes que le plus de personnes puissent se connecter et puissent participer à l'event et puissent ne pas en louper une miette. Euh, du coup, pour ça, je peux proposer aux participants qui sont là, qui normalement ont accès à un petit chat qui est tout en bas à droite, de, euh, de préciser aussi la raison de leur présence ici. Et en tout cas, pour donner un peu le cap, et avant de rentrer dans le dur, euh, pour ceux qui sont déjà là et pour toi, Camille, ce qu'on a prévu de faire, c'est sur cette heure qu'on a ensemble, de couper un peu la session en deux et de se faire 45 minutes d'échange entre toi et moi, qui, je l'espère et j'en suis sûr, sera le plus fructueux possible et qu'on garde 15 minutes sur la fin du webinaire pour prendre les questions des participants auxquels on pourra répondre et qui pourront compléter aussi et finaliser l'échange, si ça te va. Pour moi, c'est On a parfait. déjà on a déjà des personnes qui nous disent bonjour. Bonjour Marie, bonjour Amel et bonjour Salomé. Donc on a un ou une journaliste, mais je pense que c'est plutôt une journaliste qui est spécialisée sur l'actu des 15-25 ans. Bonjour Juliette, que je connais, au passage. Je me laisse jusqu'à 33 et on y go. Tu vois toujours bien mon écran d'ailleurs, le partage de mon écran, Camille? Super. Moi, je vois bien, oui. Bonjour Rodolphe, qui travaille chez Asphalt. Bonjour Nice. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Et bonjour Marine. Bon, on arrive à 33. Ce que je propose, c'est qu'on commence. Bonjour à tous encore une fois. Moi, je suis ravi de hoster et de faire ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis directeur de la Strat et directeur de DNG Stratégie, qui est du coup un cabinet de conseil en strat qui est dédié au secteur consumer et retail. L'objet de ce webinaire, c'est et pour remettre un petit peu de contexte, c'est qu'on a sorti la semaine dernière, donc il y a quelques jours, on a sorti un baromètre qui a concerné la génération Z et la génération Y, et qui pose la question de savoir quelles sont les marques préférées en fait de ces nouvelles générations. Et en fait, en faisant ce baromètre, au sein de l'équipe, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de prolonger un petit peu le plaisir, de prolonger le débat et le sujet, et de se servir en fait de ce baromètre comme support pour faire une petite masterclass, un petit webinar sur un sujet connexe, un sujet business, un sujet pertinent, qui est du coup aujourd'hui pourquoi et comment toucher la nouvelle génération de consommateurs qui, là, plutôt, en l'occurrence, est la génération Z. Et du coup, pour alimenter l'échange et encore une fois le rendre le plus fructueux possible, moi, je suis ravi d'accueillir Camille, qui travaille du coup chez Utopia. Pourquoi on a proposé à Camille déjà parce on a échangé plusieurs fois ensemble et que à chaque fois les échanges ont été hyper pertinents, hyper intéressants, et aussi parce que je crois que tu as une bonne vision du sujet, et que grâce au métier que tu fais et aux participations que tu as au sein de ton fonds, tu as un œil assez pertinent pour venir nourrir aussi le débat. Donc, ce que je te propose, c'est que je te laisse te présenter et après, je reprendrai la main pour lancer le débat. Merci pour cette introduction. Je vais essayer d'être pertinente sur la suite.
Donc moi, je suis associée fondatrice effectivement d'un fonds qui s'appelle Eutopia. On investit dans les marques émergentes et engagées qui viennent repenser notre société de consommation au sens large. Donc nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces marques qui repensent tous les secteurs cosmétiques, mode, food, fitness, décoration, qui vont avoir un impact, on essaye positif sur la planète. Autour de nous, un triptyque qui est le bon pour soi, bon pour la société et bon pour la planète. On a investi dans des sociétés qui font entre 0 et 50 millions d'euros de chiffre, puisqu'on a un nouveau fonds qui va adresser les sociétés un peu plus matures, pour des tickets entre 2 et 10. Et donc pour vous donner une petite idée de notre portefeuille qui est sur la slide d'après, ça donnera un petit aperçu de tout ce qu'on peut adresser. Donc à la fois des marques de cosmétiques, par exemple, comme Mem, qui est tout le premier investissement qu'on a fait, une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer. Dans la décoration, par exemple, comme Tipto by Charlot ou encore Teddy Bear. Marque de mode comme Pollen. Bon, je vais pas toutes les faire, mais on a un joli portefeuille d'une trentaine de sociétés avec des modèles de distribution variés. On a des sociétés qui sont 100% digitales, d'autres qui ont, et la plupart d'ailleurs ont des modèles omnicanaux, et donc vont utiliser aussi ces différents canaux de communication, de distribution pour aller toucher leurs audiences. Donc selon les marques, on va d'ailleurs avoir des cibles différentes. La Gen Z en fait partie. Pas forcément la cible prio d'ailleurs pour toutes les marques. Celle qui le fait très bien chez nous, je pense que c'est Merci Andy. Mais c'est justement aussi pour ça que le sujet est intéressant. Voilà, donc on aura l'occasion d'en Hyper discuter un peu plus. intéressant. Et j'ai une question sur le modèle. Là, tu parlais d'omnicanalité, dirais différentes manières de distribuer aussi l'offre. En termes d'offre, justement, est-ce que vous avez une forme de test sur le fait qu'il doit y avoir des produits à chaque fois, ou vous faites vraiment du produit et du service? Alors historiquement, on était très produits. Je pense qu'on commence à faire aussi de plus en plus de services, par exemple Murphy qui est sur de la réparation d'électroménagers à domicile. Là, on est vraiment sur du 100% service. Dans une certaine mesure, on a quand même quelques concepts de loisirs fitness, c'est plutôt du service aussi, et ça, finalement, c'est depuis les tout débuts du fonds. Donc voilà, là-dessus, on est Ok. relativement agnostique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de repenser l'impact qu'on va avoir dans le Ok. quotidien des gens. En anglais, la tagline, c'est Pioneering a New Way of Living. On n'a pas encore très bien réussi à la traduire, mais c'est vraiment ça qui nous intéresse, en fait. C'est de comment penser la façon dont on va vivre, en fait, au quotidien, la façon dont on mange, la façon dont on s'habille, dont on prend soin de soi, de façon à ce qu'à la fois, on continue de prendre plaisir dans ce qu'on fait, mais avec, on espère, un impact un peu plus positif aussi pour notre Ok. société et notre planète. Hyper intéressant. Alors, c'est des sujets sur lesquels on va revenir. Euh, Merci pour ta présentation. Moi, rapidement aussi, pour dire deux mots de DNG Stratégie. Je le disais un peu en introduction, mais on est une filiale, en fait, on est la filiale même, conseil en stratégie de Digital Native Group, qui est un groupe de conseil qui est spécialisé dans les secteurs consumer et retail. Et aujourd'hui, au sein de DNG Stratégie, on accompagne en fait des dirigeants et des décideurs dans ces secteurs-là à répondre à deux principales questions. La première, c'est comment j'accélère mon business, notamment en digital et en e-commerce. Et là-dessus, on va toucher à des sujets qui sont du direct to consumer, aussi de l'omnicanalité, hein, finalement. Et la deuxième grande question à laquelle on répond, c'est comment je crée des nouveaux relais de croissance. Comment je diversifie mon activité, que ce soit avec même potentiellement des nouvelles marques, donc potentiellement un élargissement du portefeuille d'activité. Et là-dessus, pour répondre à cette deuxième grande problématique stratégique, il y a un peu deux voies. La première, c'est de la création from scratch de nouveaux business ventures. Et là-dessus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est en capacité de s'occuper de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation. Et la deuxième réponse à ça, c'est la croissance externe. Donc, on accompagne aussi nos clients sur du M&A, de la croissance externe. Et là-dessus, on est aussi en capacité de faire tant du target screening, c'est-à-dire la détection d'opportunités d'investissement, mais aussi de la partie due diligence stratégique et digitale qui permet de s'assurer qu'on est en train de faire le bon invest. Et pour préciser aussi quelques, euh, quelques références, donc on est dans les secteurs consumer et retail, donc on se rejoint là-dessus, il y a une vraie adjacence, c'est hyper intéressant.
On est surtout dans 4 principaux secteurs qui sont l'alimentation et boissons, la mode, textile, accessoires, la cosmétique, beauté et la maison, entretien de la maison, rénovation de la maison. Et là-dessus, on va travailler sur ce terrain de jeu-là, on va travailler avec 3 grandes typologies d'acteurs qui sont des grands groupes ou des entreprises de taille moyenne. Donc là, on peut en voir quelques-unes qui sont affichées comme Rouge-Gorge ou Dom Pérignon, par exemple, des entreprises qui sont des marques digitales natives, qui peuvent être aussi, qui peuvent faire partie du portefeuille de Topia, qui sont des marques digitales natives comme Merci Andy par exemple, ou Jimmy Fairley. Et on travaille enfin avec des fonds d'investissement sur des problématiques de M&A aussi. Donc voilà pour les présentations. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Et pour introduire le sujet, je vous proposais juste de revenir sur une première question qui était pourquoi on avait fait ce baromètre. En fait, la réponse est très simple. C'est que chez DNG, il y a une conviction qui est assez forte aujourd'hui. Nous, déjà, on a un petit mantra qui est que on a la conviction que la nouvelle génération de consommateurs attend la nouvelle génération de marques. Mais au-delà du mantra, on pense que plus que d'attendre, cette nouvelle génération, elle n'est pas que passive, elle est aussi active et que d'une manière ou d'une autre, elle influence, elle bouleverse, elle révolutionne aussi ce qui se passe dans ces secteurs-là. Et du coup, on a voulu, en ce sens-là, encore mieux comprendre les comportements, les attentes ou l'affection que pouvaient avoir ces nouvelles générations. Donc, on a fait ce baromètre qui va toucher, du coup, et qui concerne les générations tant Y que les générations Z. On a interrogé près de 1200, enfin, on a interrogé même 1200 personnes qui sont représentatifs finalement au niveau de l'échantillonnage de ce que représentent ces générations-là dans la population française et pour avoir un bon échantillon. Donc, ça nous a fait en tout pratiquement 30 000 réponses récupérées. On a travaillé sur 10 secteurs d'activité différents. Donc là, on en a cité quelques-uns et on va y revenir après, mais il y a notamment du coup la beauté, le prêt-à-porter et tous les secteurs qui vont tourner autour de l'alimentaire. Et on a mis sous les yeux des gens qu'on a interrogés pratiquement 500 marques. Mais juste pour bien calibrer aussi le sujet et l'échange, nous, ce qu'on entend par génération Y et génération Z, c'est toutes les personnes qui sont nées après les années 80. Et c'est par opposition aux générations précédentes qui sont du coup les baby boomers et la génération X. Donc les baby boomers qu'on a illustrés là avec Bill Gates, c'est ceux qui sont nés dans les années pendant les années les 30 glorieuses. Donc ceux qui sont nés entre 46 et 64. Donc c'est la génération d'après-guerre. La génération X, qui est probablement celle de beaucoup de parents, des gens qui participent au webinaire aujourd'hui. Ça peut être aussi des baby boomers. C'est des personnes qui sont nées entre 65 et 79. Et après, du coup, génération Y et génération Z, c'est ceux qui sont nés après. Il ne faut pas être trop mathématique, je pense, sur la séparation entre la génération Y et la génération Z. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la génération Y, c'est les enfants, c'est ceux qui sont nés dans les années 80 et début des années 90. Et génération Z, c'est ceux qui sont nés plutôt fin des années 90 et dans les années 2000. Et pour revenir déjà et commencer l'échange avec toi, Camille, on voulait commencer par revenir sur une première conclusion qu'on a eue sur le baromètre, qui est en fait le top 10 aujourd'hui des marques préférées de la génération Y et de la génération Z. Et si on fait une première analyse à chaud, de ce qu'on peut voir ici. Ce qu'on voit, c'est que les marques, contrairement à ce que pourraient penser certains, et j'ai eu beaucoup de débats là-dessus, on est plutôt en présence de marques qui sont des marques grand public, des marques qu'on pourrait qualifier de marques mass market. Il y a beaucoup de marques, on les voit, hein, Adidas, Nike, Dim par exemple, ou Calvin Klein, qui sont des marques qui sont dans le secteur textile, prêt-à-porter, lingerie. Et la troisième chose qu'on peut voir de manière très, très rapide sur ce classement-là, c'est que ce sont pour la plupart, voire tous, de très gros annonceurs en France.
Donc voilà pour une première analyse à chaud. Moi, je me tourne vers toi, Camille, là pour savoir ce que tu vois sur ce classement. Toi, quelle analyse tu tirerais en fait de ces deux classements-là entre la génération Y et la génération Z? Alors effectivement, on en a un peu discuté, mais ce qui était surprenant ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les marques sont pas très différentes, déjà entre la génération Y et la Gen Z. Il y a quelques marques qui font plutôt leur apparition ou qui sortent du classement, donc on avait dit, 7up, 1664 et Axe qui remontent et à l'inverse, des marques comme Obad ou Aven qui en sortent. Mais au fond, et c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on reste sur des marques qui sont quand même très traditionnelles, qu'on connaît et qui sont là, depuis des années. Hem et donc à la fois on peut je pense qu'il y a des questions effectivement de budget d'annonceurs qui sont que ça reste les marques qui sont aujourd'hui, les plus consommées, donc c'est pour ça qu'on les retrouve. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour que finalement de nouvelles marques, qui vont apporter, d'autres valeurs, qui vont être plus digitales, qui vont a priori être, plus, Gen Z native peut-être, sont pas encore dans ces classements-là. Donc nous c'est effectivement, l'une des premières choses qu'on peut voir et qu'on peut se dire, c'est on a l'impression qu'on est sur une audience, différente, qu'il va falloir l'adresser autrement. En réalité, il semblerait que pas tant que Non, ça. mais au global, tout à fait. Après, on peut aussi voir que ces marques qui sont des marques historiques, on peut aussi se dire que c'est des marques qui se sont bien, entre guillemets, réinventées. Je pense notamment au top 3 de la génération Z, Adidas, Nike et Calvin Klein, qui sont des marques qui, et on va le voir après, qui touchent à plein d'égards en fait les attentes et qui viennent fitter avec les attentes et les besoins de cette nouvelle génération. Mais effectivement, ce qu'on voit pas là, et on était soit on était, je sais pas si c'est donné, mais en tout cas, on se demandait s'il allait y avoir des marques qui étaient assez récentes dans le classement. C'est qu'il n'y en a pas dans le top 10. Et voilà, je l'ai pas remis dans la présentation. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des marques qui sont des marques digital natives qui sont dans les top 10 qui ont été faits secteur par secteur. Parce que je me permets du coup de faire une petite promo du baromètre, mais suite au top 10 général qu'il y a, il y a un top 10 qui a été fait sur l'ensemble des 10 secteurs qui ont été, sur lesquels on a interrogé des personnes de la génération Y et de la génération Z. Et ce qu'on voit là, du coup, c'est sur ces classements plus précis, c'est que pour le coup, on a des marques qui apparaissent. On a notamment 900 Care qui apparaît dans l'hygiène, qui est la marque, qui est la 10e marque préférée, je crois, de la Gen Z. On a Respire qui apparaît aussi dans le top 10 des marques de soins. On a Cézanne qui est 7e des marques préférées de la génération Y. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'on voit surtout, c'est dans le secteur des compléments alimentaires et de la smart food, c'est que là, pour le coup, il y a beaucoup de marques digital natives. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, pour les citer d'ailleurs, c'est la marque préférée de la Gen Z en complément alimentaire, c'est M Skincare. Et après, on a d'autres marques, on a Feed, on a SoShape aussi. Donc, on a plusieurs marques digital natives dans ces classements-là. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, c'est surtout un secteur qui est un peu moins mature que les autres au niveau des marques. C'est que les marques qui sont présentes historiquement sur ce secteur-là du complément alimentaire sont plutôt des marques de pharmacie, des marques qui ont un ADN très scientifique, qui manquent peut-être un petit peu de couleur, un petit peu de singularité. Et du coup, l'arrivée finalement de ces marques digitales natives, bah, en fait, a fait qu'elles ont très rapidement pu prendre une place qui n'était prise par personne finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on le regarde effectivement, secteur par secteur. On voit beaucoup plus ces nouveaux entrants, dans la catégorie, Gen Z que probablement la catégorie du dessus et à mon avis, plus on remontera dans les âges et plus ce sera le cas. Hem Et donc ça, c'est vrai que c'est assez encourageant, je pense, pour, peut-être, un certain nombre des gens qui sont dans l'audience, c'est de se dire que les nouvelles marques arrivent quand même à faire leur trou, et à trouver, des codes et des façons d'interagir, avec cette audience,
qui leur permet aussi d'être propulsés finalement au rang des grands. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des aspérités et des choses assez particulières Non, sur tout à ces fait, audiences-là. tout à fait. Et en plus, nous, pour le coup, on a testé un critère, qui est un critère, entre guillemets, d'amour de la population française, qui est l'ensemble de la population française pour les marques. Pour les marques qu'on leur a proposées, qui sont du coup encore une fois 500 marques, et avec deux questions qui étaient du coup dans ce secteur-là, quelles sont dans le secteur X ou le secteur Y, quelles sont les trois marques que vous préférez, et parmi les trois marques que vous avez sélectionnées, quelle est votre marque préférée. Donc en soi, c'est un seul critère, mais je suis convaincu aussi que quand on est une marque digital native qui se lance, il faut aussi avoir peut-être une logique de segmentation de base, viser plutôt une niche pour démarrer, et qu'en soi, avoir 100% d'une niche, c'est déjà très bien. Là, nous, on a eu vraiment une représentation au niveau national, donc c'est vraiment très large. Voilà en tout cas pour le premier sujet qu'on voulait aborder. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on se proposait de faire, c'était d'aller un petit peu plus loin que ce qui se trouve dans le baromètre, de non pas se focaliser et sur la gène Y et sur la gène Z, mais pour le coup prendre le parti de se focaliser uniquement sur la gène Z et de se poser trois grandes questions stratégiques qui sont pourquoi faire de la gène Z une cible prioritaire quand on est une entreprise, quelles sont en fait les raisons pertinentes qui feraient qu'on irait cibler cette nouvelle génération. Quel est aussi l'impact de cette génération sur les secteurs consumer et retail, donc quelle est son influence, c'est-à-dire sur les bouleversements, donc c'est une conviction qu'on a, mais dans quelle mesure en fait cette nouvelle génération elle vient impacter ces secteurs-là, et in fine, mine de rien, aller un peu dans le comment, quelle stratégie gagnante on peut avoir, et finir avec quelle clé de succès on pourrait trouver pour venir toucher cette nouvelle génération de consommateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement et qu'on attaque la première grande question stratégique, qui est pourquoi faire de la génération Z une cible prioritaire. Et moi, en préparant cette masterclass, il y a eu trois premiers arguments qui me sont venus à l'esprit. Et les trois arguments sont trois arguments plutôt business, plutôt économiques, et c'est volontairement le cas. Donc, la première raison pour laquelle, pour nous, c'est pertinent d'aller toucher la génération Z, c'est que aujourd'hui, c'est notamment en France, c'est près d'un cinquième de la population française. Donc, c'est environ 18% de la population française et un peu moins de 10% du pouvoir d'achat. Donc, ça commence à représenter, si on prend une photo en 2022 de ce que représente la génération Z, c'est un pool de population qui est important. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que si on regarde ça en dynamique, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout une génération dont le poids économique grandit. Donc là, on sort un peu du prisme français pour arriver sur des datas qui sont plus mondiales. Mais il y a deux choses qui sont hyper intéressantes à avoir en tête. C'est que déjà, les revenus de la génération Z vont être multipliés par 7 entre 2019 et 2030. Donc en pratiquement 10 ans, leurs revenus vont être multipliés par 7. Et du coup, par ricochet, étant donné que leurs revenus vont être multipliés, c'est aussi leurs dépenses de consommation qui vont être multipliées, et cette fois-ci par 6. Donc au niveau mondial aujourd'hui, on a pratiquement 500 milliards de dollars qui sont dépensés par la génération Z. En 2030, ce sera 3 billions. En français, c'est billion, c'est 3 billions. Donc 3 000 milliards en français. Donc voilà pour les deux premières raisons. Donc tant d'un point de vue photo à date que d'un point de vue dynamique, on se rend compte que c'est vraiment une génération qui monte. Et si on zoome de manière un petit peu plus précise en fait sur l'opportunité que représente la génération Z en digital, en e-commerce, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Si on compare le taux de pénétration d'un baby boomer sur les réseaux sociaux, sur des e-shops, sur le digital en général, versus une personne de la Gen Z, on ne parle pas du tout de la même chose. Et aujourd'hui, cette génération,
elle est présente sur des réseaux sociaux comme TikTok, comme Biril, comme Snap, que ne connaît pas le papa ou la maman de cette personne-là. Et c'est d'ailleurs près de 70% de la Gen Z qui passe plus de 3 heures à regarder des vidéos par jour, notamment sur des réseaux sociaux comme Instagram ou comme TikTok. Donc derrière ces trois premières raisons, encore une fois économiques, de toucher la Gen Z, est-ce que toi tu es à l'aise avec ça, Camille? Et est-ce que tu en vois d'autres? Ouais, complètement. Bah, alors, très très à l'aise avec ça et peut-être pour compléter un peu et peut-être pour revenir sur ce point, ce dernier point des réseaux et de la pénétration du digital. Ce qui est intéressant, je pense particulièrement en ce moment, où on voit que, l'acquisition en ligne est plus difficile, notamment, où, Facebook, Instagram, enfin Meta en règle générale, les coûts d'acquisition, ont explosé sur ces réseaux-là. C'est vrai que d'avoir la possibilité d'explorer, de nouveaux réseaux pour aller acquérir des clients, nous on l'a vu sur certaines sociétés, c'est intéressant, c'est pour l'instant, moins, embouteillé, donc il y a des opportunités, pour aller, acquérir des clients. Donc, au-delà du fait même que c'est une génération qui est effectivement plus digitale, qui aura une propension à acheter sur Ouais, internet, plus forte, il y a aussi des leviers différents d'acquisition qui permettront d'aller, cibler cette audience. Donc ça, c'est des choses, qu'on regarde et qui sont intéressantes. Il y a un autre axe aussi, qu'on peut voir toujours sur cette dimension économique, c'est que pour moi, c'est une génération qui est aujourd'hui primo-accédante. Donc sur un certain nombre de catégories de produits, ils n'ont pas forcément des habitudes, d'achat, de marque qui sont ancrées. Donc une marque qui arrive, peut avoir l'opportunité d'être en fait leur première marque sur la catégorie. Par exemple, marque de lessive, donc nous on en a une dans le portefeuille qui s'appelle Spring. On peut se dire que, voilà, à 15 ans, 20 ans, on n'a pas forcément encore acheté, soi-même, sa lessive. Mais au moment où on va en acheter pour la première fois, c'est disons que le champ des possibles est très large et donc on peut aller chercher aussi on peut devenir la première marque pour cette génération-là et ensuite la suivre dans la durée et donc on va pouvoir engager en fait, des clients beaucoup plus longtemps et aller les chercher sur un premier acte de consommation plutôt que de chercher à, transformer des usages ou à convertir des usages et donc ça aussi, ça peut être intéressant et par ricochet, là-dessus, c'est qu'il peut aussi y avoir une influence en fait de ces comportements d'achat sur les générations du dessus. Donc si je reste sur mon exemple de lessive par exemple, on peut se dire: «J'ai acheté ma lessive, chez Spring» par exemple, sans vouloir leur faire de pub un petit peu, et donc en fait, je vais en discuter avec, mon entourage, «Bah, voilà, c'est de la lessive sans plastique, c'est sur abonnement, vous pourriez y passer, ce serait hyper pratique» et donc convaincre aussi comme ça d'autres générations qui, de façon instinctive, auraient peut-être été moins touchées ouais, c'est par le hyper produit. intéressant. Euh, Ce que tu dis, effectivement, derrière la pénétration de l'achat en e-commerce, effectivement, ton premier point, c'est de dire que c'est aussi un moyen pour une entreprise de baisser son coût d'acquisition. Et effectivement, je, euh, je te rejoins là-dessus. C'est hyper intéressant. Donc, ça permet de réduire les coûts en parallèle du chiffre d'affaires. Donc, ça peut permettre de créer un business model qui est plus rentable en digital. Ensuite, le deuxième point, en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut aller les chercher un petit peu au berceau. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, si le devoir d'une marque, c'est aussi de bâtir une relation, et on va y revenir après, avec ses consommateurs. Donc, je trouve que c'est un bon pari à faire, moi, pour une marque. Et enfin, j'aime beaucoup le dernier point dont tu parles, qui est le sujet en fait, de l'influence, qui sera d'ailleurs l'impact et l'influence qui sera l'objet de la deuxième grande question qu'on pose aujourd'hui, mais c'est que finalement, on voit il y a un peu une sorte de retournement dans l'histoire. Avant, c'était plutôt les parents qui avaient une influence très très forte sur leurs enfants, sur l'acte d'achat de leurs enfants. Aujourd'hui, étant donné que les nouvelles générations sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux, en fait, ça devient ces générations-là qui influencent d'une manière ou d'une autre leurs parents sur Instagram et sur Facebook. Et sur Facebook, ça devient ces générations-là qui deviennent les key opinion leaders finalement de leurs parents. Donc effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et à l'âge
à l'ère un petit peu de l'influence, à l'ère de l'évaluation de toutes parts, en fait, le fait que eux donnent leur avis de manière forte, d'une manière ou d'une autre, ça vient impacter la consommation en fait de leurs années. Et effectivement, c'est hyper intéressant. Et ça crée de nouveaux usages aussi. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Mais il y a presque des nouveaux marchés qui s'ouvrent aussi avec cette nouvelle génération. Tu évoquais tout à l'heure les compléments alimentaires. Dans une certaine mesure, les compléments alimentaires ont toujours existé, mais c'est une catégorie qui est en plein boom aussi parce que ce soit sur les sujets, ou de médecine préventive ou de vision un peu plus holistique de la beauté, in and out, ça va devenir vraiment des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes de consommation qui étaient finalement assez peu présentes, Oui, tout à fait, dans tout à d'autres fait. générations. Hyper intéressant. Je profite du coup de ce petit point sur l'influence que peut avoir et l'impact que peut avoir cette génération pour aller directement et sur la deuxième grande question sur laquelle on voulait se concentrer aujourd'hui, qui est encore une fois l'impact sur l'industrie consumer et retail. Et encore une fois, pour introduire et lancer un peu le sujet là-dessus, en fait, nous, on s'est rendu compte en interrogeant, en passant du temps finalement avec cette nouvelle génération, qu'elle qu'elle a un impact fort sur le nouveau paradigme de consommation. C'est une génération qui est digital native, mais qui se cache derrière ça, ça veut dire qu'elle est née en même temps que l'arrivée de marques et d'entreprises comme Twitter, comme Instagram, comme Amazon, comme Netflix. Et ça, d'une manière ou d'une autre, ça a un impact fort parce que cette génération-là, elle ne sait pas consommer autrement. Là où les générations précédentes, en tout cas la génération précédente qui était la génération Y, était d'une manière ou d'une autre, était née dans un monde sans Internet, et était plutôt une génération qui était une génération de migrantes. Elle est un peu binaire, cette génération. La génération Z, elle est vraiment digital native. Donc, autant la génération Y avait un petit peu lancé une forme d'évolution des modes de consommation, une évolution des modèles consumers, autant la génération Z, pour nous, est en train de créer une véritable révolution. Et cette révolution, on la voit notamment avec trois grands aspects, trois grands éléments, trois grandes métatendances qui sont celles qui sont affichées à l'écran, qui sont le convenience, la communauté et l'activisme. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, la génération Z aujourd'hui, elle ne veut plus faire de concessions ou elle ne veut pas faire de concessions sur son achat en mode convenience. Elle veut de l'immédiateté, elle veut du sans couture, elle veut de la livraison rapide, elle veut de l'omnicanal parce qu'elle est elle-même figitale, elle est de par nature omnicanal. Sur la partie communautaire, nous, ce qu'on pense chez DNG et DNG Stratégie, c'est qu'aujourd'hui, cette génération-là veut vraiment écrire une histoire avec les marques avec lesquelles elle passe une forme de partenariat via son acte d'achat. Elle veut vraiment passer une forme de contrat social avec ces marques-là et vraiment rentrer dans une relation qui est toujours plus humaine, donc toujours plus de confiance. C'est ça que ça veut dire aussi. La relation humaine, c'est une relation de confiance et toujours plus émotionnelle. Et enfin, le troisième aspect qui pour nous est ultra important, c'est que cette génération-là, c'est une génération d'acteurs qui est de plus en plus militant. Ce qu'on voit au niveau européen, c'est que quand on les interroge, 95% de la nouvelle génération aujourd'hui se mobilisent pour une cause qui est sociétale. Et derrière ça, ça va être des causes comme l'égalité homme-femme, les droits civils, le droit à l'IVG. En tout cas, ils se mobilisent. Donc, c'est pratiquement 100% de cette population-là qui se mobilise. Et d'une manière ou d'une autre, quand on a une population qui a encore une voix, une voix qui porte autant, on ne peut pas passer à côté. Est-ce que toi, encore une fois, tu es à l'aise avec ces trois éléments-là? Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu considères aussi qu'il y a une différence entre la génération Z et son impact versus la génération Y? Non, enfin, je pense que je suis assez alignée sur ces 3 points-là. Je pense que c'était des éléments qui étaient effectivement quand même déjà très présents dans la génération Y et notamment si on repense
à l'essor au départ, des TNVB qui jouaient beaucoup sur l'aspect, convenience et communauté justement. Hem et la partie activisme, elle est sans doute encore plus forte. Hem, on a l'impression qu'elle est peut-être encore plus forte sur les causes sociales, alors écologiques aussi, mais c'est vrai qu'on peut voir, et d'ailleurs je crois que ça ressort dans le classement sur la mode, mais que des marques comme Shein, qui pour moi c'est un énorme paradoxe parce qu'à la fois, c'est l'une des marques les plus plébiscitées par cette génération, alors que c'est probablement l'une des marques aussi dont l'impact écologique de la fast fashion est assez remis en question. Donc il y a des paradoxes, mais comme il y en a toujours. Mais en tout cas, ces 3 leviers-là, enfin ces 3 volets-là sont effectivement très présents, étaient pour moi très présents sur la génération Y. C'est vrai que je reviens sur un point qui a été noté dans les commentaires, que les enfants et les générations du dessous en général a toujours été influente et c'est vrai et je disais juste avant une étude sur l'activisme des jeunes. Si on repense à mai 68, c'était aussi ça en fait. Donc c'est souvent juste c'est les nouvelles générations qui poussent et qui font évoluer la société. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, c'est la Gen Z. Donc c'est elle qui pousse effectivement, ces sujets-là et qui deviendront encore une fois sans doute, mainstream, dans, quelques années pour, l'ensemble de la population et on verra de nouveaux sujets, de société, être poussés. Non, non, je suis assez aligné effectivement avec le fait que bah, les nouvelles générations, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, ont toujours une forme d'impact fort et apportent un nouveau souffle versus les générations du dessus. Là, je pense que le vrai sujet, il est plutôt uniquement focalisé sur l'impact que ça a du coup sur la consommation des ménages, qui pour le coup a, selon nous, jamais été autant frappé de manière aussi forte par une révolution de la consommation impulsée par une génération. C'est plutôt, en fait, ça a toujours été le cas. C'est juste que c'est le niveau de force avec lequel c'est fait qui pour nous est plus important qu'avant, en fait. Donc c'est un phénomène qui, d'une manière ou d'une autre, gagne en poids, finalement. Euh, et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que au-delà d'un impact qui est un impact un peu global sur ces secteurs-là, finalement, cette nouvelle génération-là, elle a aussi un impact qui est plus sectoriel. Et elle vient impulser, et encore une fois, et bouleverser les 4 grands secteurs sur lesquels on travaille, nous, chez DNG Stratégie, qui sont, encore une fois, mode accessoire, beauté bien-être, aménagement et déco et alimentation et boissons. Je pense que là, on n'a pas forcément le temps de revenir sur l'ensemble des différentes tendances impulsées par la génération Z. Ce que je propose, c'est qu'on aille peut-être sur celles qui ont que je fasse un petit zoom sur celles qui ont aujourd'hui beaucoup d'impact sur les secteurs. Ce qu'on voit notamment, c'est que cette génération-là, notamment dans le textile et la mode, a deux manières de consommer qui lui sont propres et qui ont un impact ultra fort sur la mode, par exemple. Notamment le fait que cette génération-là, elle veut s'habiller casual, elle veut s'habiller confort. Et aujourd'hui, 80% de cette génération-là ne veut pas s'habiller de manière trop formelle et veut s'habiller de manière casual. Et on le voit d'ailleurs dans le classement qu'on a montré tout à l'heure, c'est que les marques préférées de cette génération-là sont notamment des marques qui sont Nike, Adidas ou Calvin Klein. Et la deuxième chose qui est hyper intéressante sur la mode, c'est que, notamment, c'est qu'il y a une méta-tendance qui est impulsée par la génération Z, qui est celle de l'affordable luxury. Cette nouvelle génération-là, elle adore les codes du luxe, elle en raffole, sauf que malheureusement, uniquement un tiers de cette population-là, aujourd'hui, est dans la population active. Donc, il y a une forme d'antinomie entre ses désirs et ce qu'elle est aujourd'hui capable de s'offrir. Donc, d'une manière ou d'une autre, les marques qui arrivent à proposer à cette génération-là du luxe accessible sont des marques qui vont réussir à toucher cette génération-là aussi. Je ne sais pas si toi, s'il y a une méta-tendance qui éveille ton intérêt parmi toutes celles-là et sur laquelle tu aimerais revenir, toi, Camille. Non, ce que je trouve intéressant, ce que tu as souligné, c'est qu'effectivement, la tendance athléisure, par exemple, elle est extrêmement, enfin, ce qu'elle émerge là, je trouve ça intéressant parce que c'est extrêmement lié avec le fait que des marques comme Nike, Adidas et autres, se retrouvent très haut, dans les classements et sur la partie, luxury,
Là, ce qu'on voit, c'est aussi le lien potentiellement entre celle-ci et la tendance seconde main. C'est-à-dire que comme on va aspirer potentiellement quand même à avoir, Mmh. des marques de luxe, et je trouve ça intéressant que Chanel ressorte assez haut, par exemple, dans, les marques, préférées. Mais il y a évidemment une question du pouvoir d'achat et en ce sens-là, le développement de la seconde main va permettre aussi de pouvoir, accéder dans une certaine mesure, alors peut-être pas sur du Chanel, mais en tout cas, va aussi être une façon de démocratiser d'une certaine façon l'accès à certaines marques qui en primo achat seraient juste, inconcevables et de seconde main en seconde main, rend ça plus tangible. Tout à fait. Mais donc voilà, donc ça je trouve ça assez intéressant et encore une fois, je trouve ça assez intéressant quand même le côté très paradoxal, je trouve, de cette génération. De voir, qu'effectivement, le luxe, va cohabiter avec, la seconde main, le côté, hem, on fait attention à soi et en même temps, on s'affiche de façon, hyper naturelle, hyper spontanée, sur les réseaux. Hem, le La durabilité et le côté, hyper convenience, hyper accessible, hyper branché sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de paradoxes, je trouve, qu'on a tous, hein, mais qui sont peut-être encore plus forts, sur cette génération. Non, c'est clair. Je pense qu'on le vit tous au quotidien entre des aspirations qui peuvent être très fortes et parfois des comportements de consommation qui peuvent être entre guillemets un petit peu antinomiques. Non, tout à fait. Et en effet, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis entre le lien avec l'accès au luxe et effectivement la seconde main. Et nous, ce qu'on avait vu notamment dans une étude sur la Gen Z, c'est que euh, derrière ça, il y avait autre chose il y avait un autre phénomène qui se créait, c'est que la Gen Z achète pas mal de contrefaçons. Il y a, au niveau européen, tu as 50% de la Gen Z qui a déjà acheté dans sa vie de la contrefaçon d'une marque de luxe. Et en termes de pénétration sur la seconde main, c'était 25% de la génération Z qui a déjà acheté un produit de seconde main. Donc on voit effectivement que il y a quand même ça, c'est des phénomènes qui grandissent, qui sont hyper intéressants à analyser. Euh, et du coup, j'en profite, il nous reste peu de temps et j'aimerais bien qu'on passe quelques minutes à répondre aux questions des personnes qui sont là. En plus, je vois il y a un peu d'activité, donc soyez juste un tout petit peu patient. On arrive. Je voulais revenir rapidement sur les clés de succès pour toucher la génération Z. En fait, plus que des clés de succès, la question que je voulais te poser, c'était de se dire que, en fait, est-ce qu'on peut vraiment devenir une entreprise Gen Z si on ne l'est pas? Et au fond, est-ce qu'au fond, être une entreprise Gen Z, c'est pas tout simplement être une entreprise de son époque, finalement, c'est-à-dire être une entreprise qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à faire la synthèse des tendances principales qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans la société. Il y a un fonds américain qui s'appelle Andreessen Horowitz. Notamment, il y a un des partenaires d'Andreessen Horowitz qui a un jour parlé d'un concept qui s'appelle le Product Zeitgeist Fit, que j'aime bien. Le Zeitgeist en allemand, c'est l'esprit du temps. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et la question que j'aimerais te poser, c'est en fait, est-ce que une entreprise Gen Z, c'est pas une entreprise qui arrive à créer un fit entre ce qu'elle offre, donc entre son produit et le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps qu'il y a actuellement. Si, complètement et la preuve, encore une fois, en est que, dans les marques qui ont l'air de plaire le plus à cette génération, ça reste des marques historiques. Donc à partir du moment où elles savent être agiles, et adopter les codes, de cette génération, visiblement, elles y trouvent, toute leur légitimité. Moi, j'ai l'impression que sur ces 3 dimensions-là, celle sur laquelle peut-être celles sur lesquelles, ça peut être le plus difficile, c'est, la partie activisme et la partie communauté, parce que c'est là-dessus où la dimension, je trouve, d'authenticité, elle est Ouais. plus forte à créer. Alors,
y avait un peu débat et je pense que la convenience, quand on n'est pas du tout, digital au départ, c'est sûr que se mettre en action sur le sujet, ça a pu être difficile. Maintenant, je trouve que le covid a plutôt là-dessus montré que, les marques et les grands groupes avaient réussi à être agiles et à s'adapter et à innover, et à investir beaucoup sur ce sujet-là. Alors, de façon plus ou moins aboutie et c'est sûr que quand on démarre d'emblée avec, des process, qui pensent, cette expérience sans couture depuis le début, c'est plus facile. Mais j'ai l'impression qu'avec, des moyens, du temps, et les bonnes ressources, on on peut le créer. Là où la partie valeur et la partie communauté, elle est, à mon sens, plus difficile à inventer. Donc ça se crée, il y a des marques qui y travaillent. Hem, la partie activisme, typiquement, on en discutait, mais un groupe comme H&M a fait beaucoup, Ouais. beaucoup d'efforts sur ce sujet-là, avec, je pense, de grosses avancées, sur le sujet et en même temps, les sujets de greenwashing qui leur reviennent aussi en boomerang, assez régulièrement. Donc je pense que là-dessus, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que tout le monde se met en mouvement. Donc pour moi, greenwashing ou pas, si déjà on essaye tous d'agir, et d'aller dans un sens, meilleur, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que c'est sur ces 2 dimensions-là que bouger avec authenticité sera plus difficile. Et c'est là où, ça fait partie de vos thèses et ça fait partie de nos thèses, mais on est assez convaincus que c'est aussi, en se rapprochant, de jeunes marques, enfin jeunes ou pas si jeunes d'ailleurs, mais en tout cas de marques qui pensent à ça dès le début. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Enfin moi en tout cas, j'ai été déconnectée. Je ne sais pas si ça revient. C'est bon. Tu m'entends? Alors je t'entends à nouveau, mais je crois que ça a un peu, Ah, j'ai l'impression que ça a buggé pendant un petit moment. c'est possible. Moi, j'étais en train de t'attendre et de continuer un petit peu à. Je sais pas si les gens me voyaient. J'ai été jetée en dehors de la salle en fait. J'ai eu un message, de vous êtes rejeté. Ah, Ah, je suis revenue. Ça a l'air d'être bon. C'est bon pour tout le monde? Vous pouvez nous dire juste? OK, OK. Oui, je crois parfait. que c'est bon. Tu peux continuer. Euh, Merci. non, mais du coup, pour conclure sur ce sujet-là, en fait, je faisais lien avec en se posant la question de savoir s'il n'y avait pas un modèle d'entreprise idéal dans les secteurs consumer et retail, en se disant que pour répondre à la convenience, à la communauté et à l'activisme, est-ce qu'en fait, le modèle de demain, des années 2020 et 2030,
ce serait pas pour les entreprises d'être digital pour répondre à la convenience, plus direct pour répondre à la communauté et responsable pour répondre à l'activisme. Mais derrière ça, et tu parlais de greenwashing juste avant, ce que je pense très sincèrement, c'est que derrière l'expérience client qui peut être proposée par une marque, donc ce qui va être en front office en termes de convenience, de direct, de responsabilité, ce qui est le plus important pour les entreprises, c'est de travailler leur modèle sur ce qui se passe sur la face immergée de l'iceberg, sur ce qu'on ne voit pas, donc sur le back-office. Et c'est en travaillant sur leur chaîne de valeur, c'est en travaillant sur leur culture d'entreprise en interne, sur leur organisation, sur leur socle opérationnel, qu'en fait, ces marques-là, ou qu'une marque peut répondre finalement aux trois principales tendances de consommation. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oui, non, moi je suis assez d'accord. Je pense que je sais pas à quel moment ça a coupé du coup quand je parlais, mais oui, je pense que le plus tôt on arrive à intégrer ces éléments-là, le mieux c'est et le plus tôt on arrive à évoluer dans ce sens-là, et le mieux ce sera aussi. Yes, carrément. Je propose que maintenant on prenne les petites questions. Il nous reste 9 minutes des participants. Je remonte le fil parce qu'il y a pas mal de sujets. Donc sur la période de l'enquête, c'était juillet-août. Et sur la liste, on a fourni effectivement une liste de 500 marques. Sur le calcul du Love Score, la marque qui était en numéro 1, elle avait 3 points. Et les autres marques qui étaient citées dans le top 3, sur la première question que j'ai mentionnée tout à l'heure, avaient 1 point. Donc après, on a cumulé ces points-là pour faire ressortir les marques qui avaient le plus haut Love Score. On n'a pas croisé les résultats de notre enquête avec d'autres critères ou avec d'autres data. Voilà, après, je sais pas si dans la salle virtuelle, vous avez d'autres questions sur le sujet. Alors, soit on a perdu les intervenants, c'est nous qui les avons perdus, soit il n'y a pas de questions. Si on n'a pas... Ah si, pardon. Ah si, c'est bon. J'ai répondu aux questions. Je ne suis pas très familier de la plateforme. Non, mais du coup, pour conclure, j'aime bien, j'aime bien conclure sur une ouverture. Du coup, j'avais mis en avant un dernier petit sujet bonus qui était ce sujet Walmart avec Roblox. Donc Roblox, c'est une plateforme online dans le métaverse. Et il y a 10 jours, je crois, maintenant à peu près, il y a le directeur marketing de Walmart qui a annoncé que Walmart lançait 2 OP qui sont un jeu et un nouveau monde sur Roblox, donc dans le métaverse, avec pour objectif de toucher la génération alpha, qui est la génération qui est née après 2005-2007. Je me retourne vers toi pour une dernière fois. Est-ce que tu considères, toi, que c'est un bon pari d'aller toucher cette génération alpha? Alors, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées jusque-là, je pense que c'est toujours s'intéresser aux nouvelles générations qui sont celles qui porteront les innovations de demain. Je pense que c'est toujours une bonne idée parce qu'en fait, je pense que toutes les analyses qu'on a faites jusque-là sur la part de la population que ça représente, le pouvoir économique que ça sera, le pouvoir d'influence sur les générations du dessus, ce sera toujours vrai. Donc dans l'absolu, oui. Hem, Ensuite, les sujets de métavers, c'est des sujets dont on parle énormément en ce moment. J'ai l'impression que ça a été vraiment, le gros sujet, à l'été, avant l'été, à la rentrée, toutes les marques se disaient: «Si on n'est pas dans le métaverse, on passe à côté, de l'internet de demain». Ouais. Donc il faut, je pense, s'y intéresser, il faut regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il faut mobiliser toutes ces équipes, tous ces moyens pour y aller demain? Je ne sais pas.
Mais parfois, quand je dis ça, j'ai l'impression de retrouver mes parents qui me disaient que qu'est-ce que c'est que Facebook et dans 2 ans, on n'en parlera plus. Donc voilà, je pense qu'il faut s'y intéresser, il faut regarder, il faut de toute façon voir ce qui se passe dans les générations d'après. Pour l'instant, je suis plutôt attentiste sur ce sujet. Je pense que pour certains cas, c'est très pertinent. Hem, pour d'autres, il faut voir quand même un peu les usages. Il faut jamais complètement oublier, je trouve, l'usage et la façon dont ce produit sera pertinent dans notre consommation. Plutôt que de juste plaquer une idée parce qu'on se dit: «Le métaverse, il faut y aller» et donc coûte que coûte et quel que soit le produit qu'on fasse, on y va. Bah, écoute, ouais, merci beaucoup. Du coup, en fait, par ricochet, tu as répondu à une autre question qui était est-ce que tu considères que le métaverse est, est une vraie opportunité? Non, hyper intéressant. Moi, je me suis dit sur Walmart, en fait, que d'une manière ou d'une autre, c'était une enseigne aux États-Unis qui était, quoi qu'il arrive, un peu intergénérationnelle et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre, de par, parce que c'est un distributeur, hein, c'est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, Walmart, euh, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils doivent toucher tout le monde, du bébé à la sortie du berceau jusqu'à l'arrière-grand-mère. Donc, je trouve que leur pari, pour le coup, à eux, est hyper intéressant. Et en plus, ils ont pour le coup une sacrée manne financière pour investir. Euh, Après, effectivement, je pense que c'est quand on est une plus jeune marque, je pense que c'est aussi intéressant de savoir se focaliser sur un certain cœur de cible. Et effectivement, comme tu le disais, plutôt de s'inspirer plutôt s'inspirer des nouveaux modes de consommation des personnes qui sont plus jeunes, parce que d'une manière ou d'une autre, ça va venir impacter les générations du dessus. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est Il y avait 2 petites questions, je crois, on me ah, signale, alors je ne suis pas non plus super familière avec l'outil, qui était: «Est-ce que les modes de paiement influent en fonction des générations?» Je ne sais pas si toi, de ton côté, c'est des choses que vous avez regardées? bah nous, ce que je peux dire là-dessus, c'est que notamment le paiement en 3 fois sans frais, c'est effectivement un mode de paiement qui a un super taux de pénétration auprès des nouvelles générations. Encore une fois, on peut faire le lien avec le fait que ces générations-là ont un pouvoir d'achat qui est peut-être moins important que les générations d'avant, puisqu'elles sont moins actives. Elles sont actives à hauteur de 32%. Donc, il y a un fort taux de pénétration là-dessus. Et effectivement, quand on vend des produits qui sont plutôt à la destination de la Gen Z, ou quand on a envie de toucher la Gen Z, proposer cette typologie de paiement-là, c'est un très bon pari. C'est un très bon pari. Après, sur les autres modes de paiement, bah, tout ce qui est, j'en reviens à mes trois grands sujets. Tout ce qui est le plus convenient possible et d'une manière ou d'une autre va répondre aux attentes de la génération Z, très clairement. Donc nous, ce qu'on voit notamment en e-commerce, c'est que ça peut être un bon pari aussi de proposer un panel pardon, de services de paiement qui est assez large. Donc de proposer le 3 fois sans frais, Apple Pay, le plus de cartes possible sur son e-shop. Voilà. Et après, bah oui, sur la liste, on pourra la transmettre, Cédric. Aucun problème. Euh, et après, je crois que il y a plus d'autres questions. Il y a Lydie qui nous a très gentiment dit qu'il y avait plus de questions. Euh, mais après, il y a plus d'autres questions. C'est Donc, bon. merci Kim d'avoir appuyé le point auprès de Camille. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Camille. Merci Euh, Benjamin. C'était hyper riche, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup apprécié l'échange. J'espère aussi que ça vous a plu, tous les participants. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le baromètre et l'étude sur notre site. Il est dispo. Et puis, je vous propose de ne pas hésiter à nous suivre sur LinkedIn pour que vous ayez en direct tous les events
et les contenus qu'on propose. Voilà. Merci à tous.